Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle conférence, 30 minutes pour demain. Vous qui avez déjà assisté à ces conférences, vous le savez, pour ceux qui vous rejoignent, qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. Quelques présentations. Nous vous proposons chaque jour de nous rejoindre en ligne pour une conférence. À Léonard, notre mission est de faire se rencontrer ceux qui pensent et qui font le futur des villes et des infrastructures. Alors nous sommes adaptés en cette période de confinement, euh, tout en continuant à vous proposer des rencontres au-delà de la situation actuelle, faire œuvre utile au final pour alimenter les réflexions qui seront celles des mois à venir. Avec notamment aujourd'hui une conférence sur les enjeux environnementaux. Pour cette session, nous avons en effet proposé à notre partenaire, le Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech, de venir partager avec vous les apports de leurs travaux sur le bâtiment zéro énergie. Et c'est avec plaisir que j'accueille Bruno Poppertier et Étienne Weckmans. Alors Bruno Poppertier, vous êtes directeur de recherche à Mines ParisTech et au Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech. Et vous allez notamment revenir sur la façon de réduire les coûts à toutes les étapes du cycle de vie d'un projet de construction à énergie positive. Étienne Weckmans, vous êtes responsable de la structure de formation et de labellisation ProPassif et vous reviendrez notamment avec des exemples concrets de 3 projets de bâtiments passifs. Alors, je vais laisser maintenant la parole d'abord à Bruno, puis à Étienne pour une présentation d'à peu près une demi-heure, au cours de laquelle je vous invite à poser vos questions dans le chat à droite, sur la droite de votre écran, et je m'en ferai le porte-voix à l'issue de cette présentation. Alors, je vais laisser la parole à Bruno. Bruno qui va nous rejoindre sur le live. Voilà. Bonjour Bruno. Je te laisse l'écran plutôt que la scène aujourd'hui avec ta présentation et puis nous passerons à celle d'Étienne juste après la tienne. Bonne conférence à tous. Bien, merci Julien. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de partager mon écran en espérant que ça marche. Alors, voilà. Donc, je vais vous parler d'un projet européen. Tout d'abord, pour compléter la petite présentation de Julien, donc le Lab Recherche Environnement regroupe 3 écoles. Donc l'école des ponts qui travaille plus sur les aspects de transport, AgroParisTech sur les aspects de biodiversité, d'agriculture urbaine, et puis donc l'école des mines, on travaille plus sur les aspects bâtiments et énergie, et donc on s'associe pour travailler sur des projets urbains, donc, et donc développer des outils d'aide à l'éco-conception. Et alors aujourd'hui, on va faire un focus sur les bâtiments et l'énergie, puisqu'on va parler d'un projet européen qui s'intitule donc Bâtiment zéro énergie à coût abordable. Alors, je vais présenter les objectifs de ce projet, les partenaires, définir un petit peu ce que la Commission européenne entend par bâtiment presque zéro énergie, avec une problématique de coût, la démarche que nous avons élaborée, comment nous l'avons appliquée sur des études de cas, et puis quelques conclusions. Donc, cette directive européenne nous impose de progresser vers des bâtiments zéro énergie, si possible dès la fin de 2018 pour les bâtiments publics, alors on sera peut-être un peu en retard, hein, et puis 2 ans après pour les autres bâtiments, donc là il y a encore un espoir. Mais évidemment, la filière craint un renchérissement des coûts de construction. Donc nous avons proposé un projet pour réduire ces coûts tout au long d'un projet de construction, depuis sa conception jusqu'à son exploitation. Donc il s'agit de recenser des technologies appropriées et d'élaborer une démarche d'optimisation qui est donc technico-économique et qu'on va tester sur des études de cas dans différents pays. Alors les partenaires, donc le coordinateur, en fait c'est une association de consultants aux Pays-Bas.
Ensuite, on a des instituts de recherche, donc l'Institut Passivhaus en Allemagne sur la construction passive et Tecnalia en Espagne, qui est accompagné par un organisme de logements sociaux et puis une grande entreprise de construction espagnole. Ensuite, il y a le Polytechnico de Milan, aussi un centre de recherche, une petite entreprise en Bulgarie, et puis nous, donc Armin, donc c'est donc le centre de recherche à l'école des mines. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bâtiment nearly zéro énergie? Donc, il s'agit de consommer le moins possible sur les 5 postes réglementés, hein, donc le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation, le chaude sanitaire, l'éclairage. Et cette quantité quasi nulle d'énergie doit être couverte le plus possible par des énergies renouvelables. Alors, comme c'est assez vague, cette définition, nearly zéro, et puis presque couverte essentiellement par les énergies renouvelables, ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Hein. Et donc, dans les différents pays, on va aller chacun à son rythme. Et en France, donc le label E+C- qui préfigure un peu la future réglementation, en est à un niveau de à peu près 100 kWh par mètre carré. Donc, vous voyez qu'il y a encore de la marge pour arriver à zéro, mais l'important, c'est de progresser. Alors, du coup, tout ça pose un certain nombre de questions, c'est-à-dire par rapport à la situation d'aujourd'hui, jusqu'où il faut améliorer la performance des bâtiments, et en particulier de l'enveloppe. Quelle épaisseur d'isolant mettre en œuvre? Est-ce qu'il faut mettre que des triples vitrages partout? Est-ce qu'il faut toujours mettre une ventilation à double flux avec récupération de chaleur? Et en plus, puisque les modules photovoltaïques ont vu leur coût énormément baisser, ça a été divisé par 10 en quelques années, quelle est la priorité à donner entre la performance de l'enveloppe et puis l'intégration de ces énergies renouvelables pour arriver à un bilan net zéro énergie. Et tout ça va bien entendu dépendre des coûts et c'est pour ça donc qu'on a développé une méthode d'optimisation qui permet de réduire à la fois les coûts et d'améliorer la performance. Alors, pour cela, donc, dans le projet, on a élaboré une démarche en 17 étapes. Je ne vais pas tout détailler, mais vous avez ça sur le site internet du projet. Il s'agit de pouvoir optimiser le coût et la performance depuis les phases amont du projet, là où on définit ensemble les performances qui vont être partagées par l'ensemble des acteurs du projet, et puis la conception, la construction, et jusqu'à l'exploitation, l'usage du bâtiment. Donc toutes ces étapes sont décrites sur le site du projet. Alors, je ne vais pas détailler toutes ces étapes, mais peut-être faire un focus sur les outils d'aide à la conception, puisque c'est le sujet du lab que l'on étudie. Donc, il y a un outil allemand, donc le Passivhaus Packet, donc qui permet d'évaluer de manière simple un bilan énergétique et qui peut être complété par de la simulation thermique dynamique, en particulier pour évaluer le confort qui va de plus en plus être important puisqu'il y a des canicules de plus en plus fortes en été. Et puis aussi pour évaluer les impacts environnementaux, il y a d'autres outils et ces nouveaux modules qui vont permettre d'optimiser un projet et aussi de pouvoir garantir une performance. Ce qui est important aussi parce que finalement, pour rendre un projet à coût abordable, on peut réduire le coût, mais on peut aussi augmenter le financement. Et la garantie de performance peut permettre d'augmenter le financement parce que si vous allez voir un banquier, vous pouvez lui dire est-ce que je peux vous emprunter un peu plus, mais je suis sûr de vous rembourser parce que je suis sûr de faire des économies d'énergie, elles sont garanties. C'est ça un petit peu le principe de cette garantie de performance. Donc les deux outils, optimisation pour réduire les coûts et puis garantie de performance pour augmenter les investissements, eh bien, ces deux outils se complètent pour rendre les projets abordables. Alors,
je ne vais pas faire trop de théorie, je vais montrer comment ça se présente dans une étude de cas. On a commencé par une maison pour faire quelque chose de simple au début, donc en Bulgarie. Et puis ensuite, on a testé les outils aussi sur une étude de cas en Espagne avec un immeuble de logement social. Alors, comment ça se présente, l'utilisation de nos outils? On commence par faire une maquette numérique du projet. Donc là, c'est un exemple sur la maison. Et puis, on va mettre en œuvre une technique d'optimisation qui est basée sur des algorithmes génétiques. Alors, de quoi s'agit-il? C'est pas les gènes des yeux bleus ou des cheveux bruns. C'est, par exemple, des caractéristiques techniques comme l'épaisseur d'isolation dans les murs, le type de vitrage, est-ce que c'est des doubles ou des triples vitrages, le nombre de panneaux photovoltaïques, etc. Et toutes ces combinaisons, en fait, aboutissent à des millions de combinaisons possibles sur un bâtiment, toutes ces caractéristiques. Alors, si on simule pour les évaluer 300 millions de possibilités, on en a pour à peu près 3 semaines de calcul. Alors, on a fait ça une fois pour s'assurer que ces algorithmes génétiques permettent d'aboutir au même résultat, mais en beaucoup moins longtemps. Alors, comment on se débrouille pour ça? En fait, on fait comme les éleveurs de bestiaux. On va avoir une population de départ de solutions techniques de bâtiments avec leurs épaisseurs d'isolant, leur type de vitrage, etc. Et puis, on va sélectionner les meilleurs, ceux qui ont une meilleure performance et pour un coût moindre. Et on va les croiser, on va avoir des enfants et on va resélectionner les enfants et de génération en génération, on va progresser comme ça vers un optimum à la fois en performance et en coût. Et donc, on arrive à un résultat, par exemple ici, où on a cherché à optimiser le coût, donc en ayant le moins de coûts additionnels possible par rapport au coût du design initial. Donc ça, c'est l'axe des X sur ce diagramme. Et puis, l'axe des Y, c'est la consommation d'électricité, puisque dans cette maison, il y avait une pompe à chaleur, donc il y avait uniquement des consommations d'électricité et une production photovoltaïque. Donc là, on a évalué simplement ce bilan en électricité. Et chaque petit point sur la courbe correspond à l'évaluation d'une solution. Et donc, le cas initial qui avait été proposé par le concepteur, donc c'est le petit point rouge. Et puis, on a toute une série de points bleus qui correspondent à ce qu'on appelle un front de Pareto. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des solutions qui sont ce qu'on appelle non dominées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver, si on est à une performance donnée, de solutions moins chères, ou on ne peut pas trouver, si on est à un coût donné, de solutions plus performantes. C'est donc un ensemble de solutions optimales. Et alors, si on compare par rapport au point rouge, on voit par exemple que si on a un coût additionnel 0, c'est-à-dire que pour le même coût que la solution de départ, eh bien, on a réduit la consommation d'électricité de presque 10 kWh par mètre carré. Et de même, si on se place à performance identique, donc on est à peu près à 15 kWh par mètre carré, eh bien, on peut trouver une solution qui coûte 20 € par mètre carré de moins. Donc voilà un peu comment il faut interpréter ces résultats. Et puis alors une fois qu'on a sélectionné, soit on se met à un budget parce qu'on ne peut vraiment pas le dépasser, soit on se met à une performance parce que c'est vraiment celle-là qu'on veut atteindre, ou alors ça peut être un intermédiaire sur ce front de Pareto, eh bien on peut avoir la solution que l'on préfère. Donc là, c'est une discussion entre l'entreprise de construction, le client, l'architecte, pour savoir finalement comment trouver le meilleur compromis entre le coût et la performance. Et alors, une fois qu'on a trouvé cette solution, eh bien, on va s'assurer qu'elle est bien confortable aussi. Ça va être très important dans la période à venir de changement climatique. Et alors, ce graphe-là donne une idée du confort, ce qu'on appelle le confort adaptatif. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, le confort, il y a un intervalle de température intérieure, donc c'est sur l'axe des Y,
qui permet d'avoir un confort acceptable. S'il fait assez froid, donc dans l'axe des X, c'est la température extérieure. Et bien si elle est basse, au-dessus de 22 degrés, on peut se sentir un peu inconfortable. Mais ensuite, s'il a fait chaud pendant un certain temps auparavant, on s'habitue à la chaleur et à ce moment-là, l'intervalle de confort va augmenter. C'est-à-dire qu'on peut supporter, s'il a fait 30 degrés toute la journée, enfin dans la journée précédente, à ce moment-là, on peut supporter aussi 30 degrés avec un ventilateur éventuellement à l'intérieur. Donc voilà pourquoi ce graphe, sur ce graphe, l'intervalle de confort va changer en fonction de la température extérieure. Alors voilà, je n'irai pas plus loin pour ne pas être trop long dans ces webinaires, c'est mieux d'être court et je laisserai plein de place pour les échanges ensuite. Mais pour conclure sur ce projet européen, donc on a pu élaborer un processus qui va permettre d'optimiser les projets depuis la conception très amont jusqu'à l'exploitation. Et on a amélioré différents outils. Donc l'outil des maisons passives dont Étienne va un petit peu reparler, et puis donc la simulation pour le confort, l'évaluation des impacts environnementaux, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est important aussi de raisonner pas seulement en énergie, mais par exemple en CO2, et puis donc ces modules pour l'optimisation, la garantie de performance, j'ai pas non plus eu le temps d'en parler, mais c'est des calculs d'incertitude. Et on a aussi un outil pour la performance sociale. Ces outils ont été testés dans les études de cas et on a aussi préparé des modules de formation. Et je vous invite à regarder tout ça sur le site internet du projet qui est indiqué sur cette diapo et les diapos seront mises à disposition à la suite de ce webinaire. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais arrêter mon partage d'écran pour redonner la parole à Julien. Mais, ou à Étienne. Merci beaucoup Bruno. Mais je vais faire vraiment la transition avec Étienne qui va prendre la suite pour effectivement présenter trois projets plus précis sur ces sujets. Et puis nous aurons l'occasion de rediscuter avec toi, Bruno, sur la base des questions que je vous invite toujours à poser dans le chat. Donc, je te laisse la parole, Étienne, pour cette présentation sur ces projets, sur le même format. Et puis, nous reviendrons tous les trois à l'issue de tes trois projets. Oui, merci Julien. Merci Bruno pour l'invitation, pour faire suite au projet AZEB, qu'on a suivi un peu de loin, mais on s'était dit que finalement ce serait intéressant de présenter des projets Vinci dans l'optique Passivos. Donc j'essaye de démarrer la présentation, mais apparemment elle ne s'affiche pas. Est-ce que peut-être Julien, tu peux démarrer la présentation? Merci. Alors, est-ce que c'est la mienne ou est-ce que c'est la tienne, Julien? Bon, donc voilà, l'idée, c'est de présenter trois projets qui sont assez spectaculaires et qui représentent le travail de 10 années de Passivos en France. Ce sont des projets qu'on a beaucoup aimé travailler. J'espère que notre petit travail dessus a amélioré vaguement le projet, mais aujourd'hui, c'est des projets qu'on a sélectionnés parce que c'est des projets qui fonctionnent bien. Alors, on va passer... on présente le contenu de la présentation, Julien? Voilà, donc l'idée de cette présentation, c'est de présenter rapidement le système Passivos, de présenter les différents labels qu'on propose à la certification, et puis ensuite de rentrer dans le cœur du sujet, dans le cœur des projets,
Donc, 3 projets qui sont des projets réalisés par Vinci. Donc, 2 Vinci Nord-Ouest, et puis un projet réalisé par Vinci Sud-Est, puisque c'est un projet à Nice. Et puis ensuite, on mettra quelques liens pour ceux qui veulent aller plus avant, et on répondra effectivement aux questions du chat. Donc voilà, donc les projets, le passif autrefois n'avait qu'une labellisation, c'était le passif dit classique que vous voyez ici à gauche. Mais ce passif classique s'est enrichi la partie production énergétique. Donc il y a du passif plus maintenant, du passif premium, qui va encore plus loin que le passif plus. Et puis vous avez aussi les bâtiments en base, qui sont des bâtiments un peu au-delà du niveau passif, mais qui sont des bons bâtiments. Et puis à droite, c'est tous les labels en rénovation. Donc en rénovation, c'est pareil. Il y a Enerfit classique qui est le passif en rénovation. Et ce passif classique comme dans le cas de production d'énergie, se décline en Enerfit plus et en Enerfit premium. Oui, peut-être qu'on peut passer à slide. Voilà, donc le calcul se fait évidemment sur l'outil phare du Passivos, donc qui est le PHPP. Et actuellement, donc, il y a un peu plus de 5 millions de mètres carrés passifs labellisés dans le monde. Alors, le but de l'outil PHPP, c'est d'optimiser les projets et d'en faire des projets à coût minimum. Donc, je ne sais pas si tous sont affordables, comme était le titre du projet européen, mais ce sont des projets qui, en gros, fonctionnent bien et on essaie de les rendre le moins coûteux possible. Alors là, j'ai pris un exemple d'un bâtiment qui est à l'exact opposé de nous, puisque c'est un bâtiment qui a été construit à Melbourne, pour vous montrer que le passif se développe dans le monde entier. Donc c'est la Gillies House de l'université Monash de Melbourne. Donc c'était une première pour le bâtiment passif, parce que jusque-là, le bâtiment passif, évidemment, était beaucoup plus limité aux petites constructions, et notamment en Australie, le passif est encore tout au début de son développement. Et c'est un projet intéressant qui a fait la une d'un magazine écologique. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que ce projet permet d'être passif, donc d'économiser beaucoup sur le long terme, évidemment. Donc ce sont des projets qui sont intéressants en termes de coût global, mais en plus de répondre aux critères, au label Net Zero Energy de l'université Monash elle-même. Donc voilà, le passif permet aussi de répondre aux critères de baisse de consommation énergétique, aussi dans l'hémisphère sud. Alors après ça, donc on va parler des différents outils qu'on a utilisés pour les projets qu'on a traités ici en France. Donc le PHPP est aujourd'hui disponible dans sa version 9, 9.6 exactement. C'est l'outil de simulation énergétique du Passivos Institute. Alors, et ensuite, on a aussi utilisé un autre outil qui nous a été très utile dans le cadre d'un projet dont on va parler, qui est le projet Hangar 108, et aussi le projet de la Matpult, parce qu'en fait, la problématique du passif, c'est essentiellement l'architecture solaire et la bonne prise en compte des apports solaires d'été. Voilà, donc ce sont deux outils très utiles. Ensuite, maintenant, on travaille effectivement sur un outil qui s'appelle Beam2PH, qui est un peu nouveau, qui permet de récupérer les maquettes numériques qui sont écrites sous Revit, Rhinoceros, Archicad et Vectorworks. Voilà, j'oubliais. Et du coup, effectivement, d'éviter de refaire des saisies multiples quand on travaille en BIM. Et le dernier outil, c'est un outil tout nouveau sur lequel on n'a pas de retour d'expérience.
c'est un outil d'urbaniste, c'est un outil qui permet de traiter des quartiers passifs, donc d'optimiser au moment de l'urbanisation de nouveaux territoires et d'effectuer effectivement une urbanisation qui soit la plus intéressante, la mieux disante en termes de réduction des consommations énergétiques et de l'utilisation du soleil. Voilà, donc après ça, j'ai un peu parlé de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce que fait ProPassif, parce que ProPassif est effectivement à la fois une cellule qui est assez, aujourd'hui a labellisé 250 000 m² de bâtiments passifs en France. C'est ce que vous voyez sur la carte de droite, donc de tout type. Effectivement, on a fait aussi, on n'a pas que fait des bâtiments tertiaires ou collectifs, on a aussi fait de la maison individuelle, il faut le reconnaître, mais en même temps, on a formé effectivement des professionnels à cette construction passive. Donc aujourd'hui, on approche les 1000 professionnels formés. Donc il y a aussi sur l'ensemble du territoire français des gens qui sont férus de la façon dont on travaille. Voilà pour ce qui concerne la formation et la labellisation. Et maintenant, si on passe à la slide d'après, donc on va voir les 3 projets dont je parlais au début. Le premier étant la filature, donc qui est le siège de l'assureur, la Matmut à Rouen. C'est un projet, c'était notre premier projet de taille vraiment importante, puisqu'il dépasse les 13 m². Et en outre, il y avait un désir de l'agence d'architecture Artefact de proposer une innovation en termes de vitrage. Donc au début, on a commencé à travailler sur ce projet en 2015. Là, à ce moment-là, en 2015, le but était de mettre des vitrages thermochromes, donc qui réduisent l'entrée solaire en fonction de l'illumination. Ah non, on est un peu rapide là. Donc voilà, le départ de ce bâtiment a été donné par des études assez complètes sur l'utilisation de vitrage thermochromes dans les bâtiments passifs, ce qu'on n'avait jamais fait jusque-là. Alors ensuite, la conception et la volonté du maître d'ouvrage a évolué. Et en fin de compte, ces vitrages thermochromes ont été abandonnés et ont été remplacés par du triple vitrage courbe. Alors, je ne sais pas si vous voyez la complexité de faire des vitrages courbes, mais de faire des triples vitrages courbes, vous avez une triple difficulté. Et donc, du coup, comme il fallait faire des vitrages qui épousent la forme du bâtiment, que vous voyez courbe, ça a causé effectivement beaucoup de bruit de vitrage. Donc, le lot menuiserie a été un lot très coûteux. Mais bon, c'est évidemment un projet spectaculaire, un siège social, c'est un projet d'une vie. Et donc, il y avait un désir de faire un bâtiment exceptionnel. Et donc, ça nous a appris beaucoup de choses sur les vitrages courbes. Et le fait que les vitrages courbes, du coup, on réfléchisse le soleil de façon différente que des vitrages plats, ça nous a beaucoup fait évoluer dans notre conception de l'architecture solaire. Mais comme on voit sur la photo de droite, effectivement, vous avez des vitrages courbes convexes et puis aussi vous avez des vitrages courbes concaves. Et en termes de simulation de bâtiments, ces vitrages courbes sont beaucoup plus difficiles à prendre en compte que des vitrages plats. Donc il y a eu un gros travail sur les fenêtres sur ce bâtiment-là. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est en exploitation maintenant depuis 2 ans et dont le maître d'ouvrage est très satisfait. Alors ensuite, on va parler d'un autre projet, c'est le projet de Logirem à Nice. Alors ça aussi, c'est un projet qu'on a commencé en 2016 et c'était la première fois qu'on traitait de bâtiments résidentiels dans cette zone climatique complexe qui est la zone du littoral méditerranéen.
c'est une zone effectivement où il y a à la fois des grandes chaleurs, mais aussi dû à la présence de la mer, il y a aussi beaucoup d'évaporation. Donc il y a une très très forte humidité de l'air. Donc là on a effectivement beaucoup travaillé sur la partie humidité de l'air et effectivement amélioration du confort dans le cadre d'un pourcentage d'humidité relative très important. Parce qu'on est très vite, on passe très vite sur des pourcentages d'humidité relative à l'extérieur de 60, 70, 90%, et ça cause effectivement beaucoup d'inconfort. Donc ce bâtiment-là a été effectivement l'occasion de travailler beaucoup sur ces questions d'inconfort liées à l'humidité de l'air. Alors actuellement, le bâtiment est en cours de construction, donc je n'ai pas de retour sur les coûts, mais effectivement, c'est un bâtiment qui est en plein centre de Nice, qui est la place du colonel Jean-Pierre, c'est la place de l'hôtel de ville de Nice. Donc c'est un bâtiment qui sera beaucoup vu. Et ça a été effectivement, il y a eu beaucoup de pression pour accélérer le bâtiment et de façon à ce que le bâtiment puisse être construit rapidement. Donc actuellement, il est en phase de réalisation. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience, mais peut-être finalement, c'est assez proche de ce qui se passe à Melbourne, parce qu'en fait, le climat de Melbourne, c'est aussi un climat quasi méditerranéen, même si dans le 50e rugissant, il y a aussi une question de puissance de vent. Mais voilà, donc ce bâtiment à Nice, c'est pour nous un premier bâtiment dans le sud d'importance, puisque c'est un bâtiment, un bâtiment résidentiel de 40 logements pour le bailleur social, le GIREM. Voilà. Donc, beaucoup plus d'informations d'ici peu lorsque le bâtiment sera construit et labellisé. Alors, le dernier bâtiment que je voulais vous présenter, c'est un bâtiment qui est pas très loin de la filature, le bâtiment de la Matmut. C'est le bâtiment de l'agglomération Rouen-Normandie, donc qui a remplacé le hangar historique numéro 108. Et donc, c'est un bâtiment qui nous a aussi demandé beaucoup de travail, puisque, comme vous en rendez compte, il y a une double peau avec des carreaux colorés. Donc, du coup, effectivement, ce bâtiment a été très chronophage, puisqu'il a fallu s'intéresser à plus de 6000 fenêtres, ou enfin vitrages qui faisaient rentrer le soleil et la chaleur, et qui étaient dans une certaine proportion cachés par les vitrages, les plexiglas colorés que vous voyez en bas à droite de l'écran, qui donnent à ce bâtiment une allure tout à fait particulière dans le paysage de Rouen. Alors évidemment, c'est un bâtiment aussi, c'est un siège social, donc c'est un bâtiment emblématique. Ça a permis à l'agglomération Rouen-Normandie de rapatrier quasiment dans le centre-ville la moitié de 2000 places de travail. Et donc, c'est un bâtiment maintenant qui est construit depuis 3 ans et en exploitation. Donc, on a des retours, on commence à avoir les premiers retours d'exploitation du bâtiment. Et effectivement, on a vu que les premiers mois, il y avait des améliorations à apporter, mais que dans l'ensemble, le bâtiment fonctionne très bien. Alors, voilà, la suite. C'est un bâtiment à Rennes qui n'a pas été construit par Vinci, mais qui est intéressant en termes de bâtiments affordables, de bâtiments pas chers, de bâtiments économiques. Donc et là, ce qui nous intéressait, c'était de montrer sur le comportement de ce genre de bâtiment lors des canicules. Donc là, on vous a sorti la chaleur, la température dans différents logements de ce bâtiment d'une vingtaine de logements. Et là, vous voyez sur
la partie chaleur, confort d'été, que effectivement dans ce bâtiment-là, l'essentiel des pièces, l'essentiel des logements ne dépasse pas les 25 degrés, même au moment les pires de la canicule, puisque là, on voit les pics. Il y a une partie du diagramme qui a été relevé à l'occasion du pic de canicule de juin 2019. Et donc, c'était un effet bénéfique des bâtiments passifs, c'est qu'effectivement, on a peu de consommation l'hiver, et puis l'été, finalement, on arrive si le bâtiment est bien conçu, parce que c'est un bâtiment où il fait bon vivre à la fois l'hiver et l'été. Si le bâtiment est bien conçu, on a moins de problèmes de canicule que dans d'autres bâtiments plus standards. Voilà. Alors, donc c'était un retour sur les bâtiments passifs construits maintenant depuis 10 ans en France, et plus particulièrement les bâtiments construits par Vinci. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous ai proposé 3-4 liens sur le lien du Passivos Institute, donc, qui a été l'un des partenaires du projet AZEB, sur le fait qu'ils organisent donc en septembre de cette année. Donc tout le monde se demande si ça va pouvoir avoir lieu, mais de toute façon, ça aura lieu soit en présentiel, soit en virtuel. Cette 24e conférence internationale aura lieu donc les 20 et 21 septembre 2020 à Berlin, et sera certainement l'occasion de présenter beaucoup d'autres bâtiments passifs qui ont été construits en France et ailleurs. Voilà. Et puis pour finir, vous lisez quelques liens sur des publications en peer-to-peer sur la simulation que donne le PHPP, le Passive House Planning Package. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'était la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Étienne. Effectivement, on va passer à la phase de questions et je vais inviter Bruno aussi à nous rejoindre pour cette session. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat. Merci pour cette présentation aussi des projets. Ça nous permet de mettre des éléments très concrets sur ces différentes méthodologies d'optimisation. Alors, est-ce que Bruno est avec nous? Voilà, très bien, il nous rejoint. Parce que je vais peut-être commencer par une première question pour toi, Bruno. Tu as mentionné différents objectifs d'optimisation dans ta présentation. Tu l'as évoqué en conclusion de ta présentation sur l'optimisation sur les critères carbone. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment effectivement la méthodologie que vous portez intègre ce critère carbone et tout au long, j'ai envie de dire, de la durée de vie, pas seulement sur la construction du bâtiment, mais sur l'ensemble du cycle de vie? C'était une première question qui était posée par Romain notamment. Oui, tout à fait. Donc effectivement, on a développé depuis très longtemps la première thèse sur l'analyse de cycle de vie, puisque c'est la méthode d'évaluation de ces impacts qui intègre aussi la fabrication des matériaux et le remplacement de matériaux comme des fenêtres qu'il faut changer jusqu'à la fin de vie. Donc cette analyse de cycle de vie, on l'a développée dès 1995 et on a amélioré. Et ça fait effectivement partie des critères possibles d'optimisation. C'est-à-dire que là, j'ai montré comment on essaye de réduire le coût et réduire les consommations d'électricité, mais on peut aussi réduire des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. Après, c'est en fonction des objectifs qu'on se fixe, on peut choisir l'un ou l'autre, hein, tout à fait.
Une question peut-être pour vous deux, peut-être plus pour Étienne, c'est Antoine qui la soulève. On voit qu'il y a beaucoup de modélisation sur ces projets. Est-ce qu'on constate en fort surenchérissement, on va dire, de la phase de conception des projets? Est-ce que ça coûte plus cher de concevoir ce type de projet? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, à la fois peut-être du point de vue de la méthodologie et puis du point de vue du retour d'expérience sur les différents projets que Étienne, tu as pu porter? Oui, j'en profite pour répondre aussi sur la question du carbone, parce qu'effectivement, comme on a pu voir dans le cadre du projet Monash, c'est un projet qui est optimisé en termes de réduction de carbone. Donc, il y a aussi tout un tas d'outils autour du PHEV qui permettent de réduire le carbone, notamment ceux qui sont très en pointe sur ce thème. Ce sont les Anglais qui, depuis effectivement très longtemps, ont souhaité être en net zéro carbone. Donc, pour les Anglais, le terme énergie, c'est plutôt le terme carbone qui est retenu. Donc voilà, donc il y a il faut regarder, il y a tous les pays dans le monde, finalement, on traite de cette question passivos, et il y a des approches très intéressantes qui se développent pas forcément en Allemagne, pas forcément en Suisse, mais aussi chez nos collègues anglais ou américains. Voilà pour la partie du carbone. Pour ce qui est des coûts, alors le coût, effectivement, on s'est surtout basé sur les bâtiments Vinci. Mais effectivement, les bâtiments tertiaires, ce sont des bâtiments de prestige, donc c'est pas forcément les bâtiments les plus intéressants en termes de coûts. Mais c'est pour ça que je voulais absolument qu'on ait la vision de Nice et la vision d'Espacil, parce que là, les bailleurs sociaux sont très intéressés à ce que leur bâtiment ne coûte pas plus cher que les bâtiments pas passifs. Voilà. Donc il faut absolument que sur cette question de coût, on soit pertinent. Et que si on n'est pas pertinent, il y a d'autres systèmes constructifs qui vont être privilégiés. Alors aujourd'hui, effectivement, pour faire des bâtiments qui sont mieux disants en termes d'énergie ou de carbone, c'est sûr qu'il faut, ou environnementaux tout simplement, il faut investir un peu plus. Mais tout l'intérêt de ce système Passivos, c'est d'avoir des retours sur une garantie de consommation et une garantie de rejet de carbone. Et c'est ça qui permet, c'est le retour sur les coûts d'investissement se passe sur l'exploitation. Donc c'est un coût global intéressant qui est visé plus qu'un coût de construction seulement. Donc, effectivement, il faut avoir la possibilité d'évaluer les bâtiments en coûts globaux et d'avoir un système de financement qui s'adresse et dans lequel on puisse intégrer le coût global. Mais sur le court terme, ce sont des bâtiments plus chers à construire. Oui, et sur le coût des études, je voulais préciser que cette phase d'optimisation, en fait, elle ne coûte pas énormément cher par rapport à un calcul réglementaire. Le calcul réglementaire nécessite aussi de saisir tout un projet avec sa géométrie, avec ses matériaux, ses technologies. Une fois qu'on a fait ça, lancer un calcul d'algorithme génétique ne coûte pas très très cher. Hein. Et c'est largement rentabilisé par l'économie ensuite qu'on fait sur le coût du projet, ne serait-ce que le coût de construction. Et effectivement, ensuite, sur le coût à long terme qui intègre les économies d'énergie en phase d'exploitation. Très bien, il y a beaucoup de questions, je vais essayer de les rassembler. Il y a une paire de questions, notamment sur les sujets des leviers, de comment on fait passer un bâtiment standard à un bâtiment, comment on passe d'un bâtiment standard à un bâtiment passif. La question des vitrages avait été mentionnée dans l'un des projets par Étienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, c'est quoi les gros leviers d'optimisation? Et j'y adjoins la question de Pierre, qui mentionnait notamment dans les logiques d'architecture et de conception
rénovation climatique, que l'agencement des pièces et des volumes étant levier justement pour permettre d'arriver à une performance énergétique intéressante. Est-ce que ce type d'approche, donc de l'agencement des pièces, est intégré dans les modèles d'optimisation que notamment Bruno tu as présenté? Donc, comme première question, voilà, sur les grands leviers d'optimisation et cette question plus spécifique sur les agencements des pièces et des volumes. Oui, alors c'est un des avantages de la simulation multizone. C'est même pour une maison, j'ai montré la maison bulgare, on a des chambres qui sont, je dirais, moins chaudes, moins chaudes que des séjours, par exemple, puisque pour dormir, il vaut mieux avoir un peu plus frais. Donc, cet agencement bioclimatique, c'est un des leviers d'action, effectivement, pour adapter ce zonage thermique au climat et donc s'inscrire dans une vraie démarche bioclimatique. Et ça amène souvent des réductions de coûts de chauffage ou de rafraîchissement. Donc ça va être un des leviers. Il y a bien sûr l'isolation, et donc pas seulement l'isolation des vitrages, mais l'isolation des parois opaques. La ventilation ensuite qui devient un poste important, donc avec une récupération de chaleur, avec un échangeur qui permet de récupérer les calories de l'air vicié. Et puis ensuite, il y a tous les équipements qui peuvent être simplifiés si on a de très très faibles besoins. On peut avoir un chauffage par air, à ce moment-là, éviter d'avoir à concevoir des planchers chauffants ou des radiateurs, et en plus avoir un chauffage qui se règle très facilement en fonction des apports. S'il y a un rayon de soleil, on a moins besoin de se chauffer, et le chauffage par air réagit tout de suite. Donc ça fait partie des technologies, et je vais laisser Étienne éventuellement compléter. Oui, tout à fait. Notre expérience, c'est effectivement qu'il faut maximiser toutes les possibilités du bâtiment, des pièces, l'orientation des pièces, la place des pièces pour arriver à des bâtiments passifs. On n'est pas tellement chaud sur le fait de faire passer un bâtiment X ou Y vers un bâtiment passif. On considère plutôt que le passif, c'est une conception nouvelle qui, comme le disait Antoine, je ne sais pas si c'est Antoine, utilise toutes les possibilités du bâtiment et les possibilités d'orientation des pièces, etc. Hein, toutes les options bioclimatiques. Voilà, donc on considère plutôt de repartir sur une page blanche et de maximiser tout ce qu'il est possible de maximiser, les apports solaires, la ventilation, etc. Sur cette question de la page blanche, je réinjecte une question qui a été posée à la fois par Bertrand et Romain sur est-ce que vos modélisations et vos projets, les labels, s'appliquent aussi à la rénovation des bâtiments? On sait que c'est un levier important au global d'optimisation de nos empreintes. Comment on réinjecte justement ces approches dans ces projets de rénovation? Oui, tout à fait. C'était exactement ce que je voulais continuer à aborder dès que j'ai mis le point sur la phrase précédente, parce qu'évidemment, quand on peut maximiser les pièces et l'orientation bioclimatique quand on travaille sur du neuf, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est en rénovation? Parce qu'en rénovation, effectivement, il y a un existant qu'on va pouvoir nier. Et donc, c'est donc du coup, effectivement, la rénovation, c'est beaucoup plus intéressant que le neuf, parce qu'on est contraint. Et donc, il faut être plus innovant quand on fait de la rénovation. Hein. Mais c'est clair que comme il y a déjà des murs qui ont été construits, il y a déjà des toitures, il y a un sous-sol qui est là. Et, du coup, on ne peut pas gommer, on ne peut pas repartir sur une page complètement blanche. Mais du coup, il faut maximiser au mieux ce qui a déjà été bâti. Alors du coup, je n'ai pas du tout parlé de la rénovation, mais c'est clair que c'est un peu plus compliqué en rénovation qu'en neuf, d'autant plus qu'après, il y a aussi ces questions d'étanchéité à l'air, etc., qui sont plus complexes à traiter en rénovation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le Graal du passif, c'est beaucoup plus la rénovation que le neuf. En fait, aujourd'hui en neuf, comme
notamment avec les exemples qu'on vous a montrés, on peut tout faire en passif. On peut faire des bâtiments exceptionnels, on peut faire des bâtiments très bon marché, mais l'avenir, et surtout l'avenir des villes, c'est beaucoup plus la rénovation que le neuf. Donc la rénovation nous sollicite beaucoup plus que les bâtiments neufs. Bruno, mais il y a surtout si on s'intéresse au cycle de vie, c'est-à-dire qu'on a fait une comparaison entre reconstruction, par exemple si on démolit un bâtiment et qu'on en reconstruit un, ou si on le rénove, évidemment le bilan est bien meilleur pour une rénovation. C'est une étudiante espagnole qui a publié d'ailleurs un article là-dessus. La meilleure solution, c'est la rénovation passive, hein, voilà. Et ensuite, la reconstruction passive, et puis la rénovation standard et la reconstruction standard. Voilà, cette comparaison a été faite. Oui. Oui, il y a des exemples très intéressants de bâtiments complètement rénovés des années 50, 60, qui arrivent au niveau passif. Ce sont avec évidemment des tonnes de CO2 économisées du fait qu'on garde les murs en béton et qu'on rénove là-dessus. Donc il y a plein de choses très très intéressantes à dire là-dessus. Okay. Ouais, alors le temps file. Juste, du coup, on va terminer par une question et puis après on aura l'occasion d'avoir des échanges dans la partie networking. C'est une question qui est soulevée par moi sur la notion d'échelle au final. C'est quoi l'échelle de pertinence? À quelle échelle c'est le plus pertinent d'avoir ce type de réflexion? Est-ce que c'est le bâtiment ou est-ce que c'est plutôt le quartier, même du point de vue énergétique? Alors, Étienne, tu mentionnais aussi un label qui émerge sur ces sujets. Quels sont vos retours sur cette notion d'échelle, bâtiment, quartier? Comment on fait dialoguer ces deux échelles pour avoir la meilleure performance énergétique et environnementale sur ces éléments? Il est très clair que maintenant, comme on a beaucoup parlé du bâtiment, l'échelle d'après, c'est le quartier. Mais c'est sûr qu'on n'a pas encore eu l'occasion de travailler sur des quartiers, à part en Allemagne, où effectivement il y a la Bahnstadt à Heidelberg, qui est un quartier entier qui a été construit au niveau passif. Mais en France, actuellement, non, on est toujours au niveau bâtiment. On ne travaille pas sur le quartier entier. Mais ce que je disais, c'est qu'il y avait effectivement un nouvel outil qui est le District PH, qui est un outil d'urbanisme qui permet de réfléchir à toutes ces questions sur le niveau. Bruno, sur votre approche de modélisation et dans les travaux de la chaire, c'est des choses que vous portez? Alors oui, bien sûr, puisque la chaire a justement eu pour objectif depuis 2008 de s'intéresser au quartier. Et la première thèse sur l'analyse de cycle de vie à l'échelle du quartier date de 2006, avec un projet européen aussi qui a été assez précurseur, Eco-Housing. Donc notre outil permet de modéliser des quartiers. On vient encore d'avoir une étude supplémentaire dans le cadre de Rêve de scène urbaine, donc à Saint-Denis, sur lequel on a appliqué cet outil. Oui, alors, mais ça n'empêche pas qu'une fois qu'on a traité d'un certain nombre de sujets, par exemple le chauffage urbain ou la disposition des bâtiments, le plan masse à l'échelle du quartier, il y a aussi des choses à faire à l'échelle du bâtiment. Et ces surcoûts de conception, en fait, ils peuvent être financés souvent dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue compétitif. C'est-à-dire que le client va faire travailler 3 équipes qu'il a sélectionnées lors d'un premier concours. Et là, il y a des moyens pour justement mettre en œuvre ces techniques d'optimisation à la fois en coût et en performance, et de discuter avec le client quand on est une entreprise de construction, un partenariat conception-réalisation. Ben, je vous propose de terminer sur cette ouverture sur justement ce que pourraient être les dialogues entre les clients, les maîtres d'ouvrage et les entreprises dans la conception. Pour vous dire que vous pourrez continuer les échanges dans la partie networking. Bruno, Étienne, encore une fois, merci pour vos présentations et vos échanges. Comme je vous le disais, à vous tous qui suivez cette conférence, vous pouvez continuer à échanger entre vous
et avec Bruno et Étienne pour le quart d'heure qui vient, en rejoignant l'espace de networking. Vous avez l'icône qui est dans la partie gauche de vos écrans, qui a dû s'allumer pendant la présentation. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle conférence de ces 30 minutes pour demain. Et nous recevrons Aristide Athanasiadis pour parler de métabolisme urbain. Mais je vous souhaite un bon networking et une bonne après-midi à tous. Merci. Merci.